Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Sénat 360, toujours animée par cette même volonté de prendre le temps pour mieux vous expliquer l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce lundi 4 septembre. Début du dépôt des candidatures pour les élections sénatoriales à 3 semaines du scrutin qui doit renouveler la moitié de la Haute Assemblée. On fera le point sur le mode d'emploi de ce dernier rendez-vous électoral de l'année. Quels objectifs pour La République En Marche au Sénat? Le parti présidentiel a revu ses ambitions à la baisse et mise sur un groupe de 45 à 50 élus. En cause, la grogne des élus locaux. Ils pourraient sanctionner la majorité dans les urnes. Le débat est à suivre. Premier volet de notre série consacrée au sénatorial sur le terrain. Direction le département de la Manche où 2 présidents de commission sont en campagne. Reportage dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences pour les réactions des sénateurs à l'actualité politique du jour. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, c'est aussi la rentrée scolaire pour plus de 12 millions d'élèves. Ils ont retrouvé ce matin le chemin de l'école. Une rentrée 2017 marquée par l'arrivée d'un nouveau ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de nouvelles réformes. Le détail avec Fabien Recker. Priorité à l'école primaire en cette rentrée 2017, avec pour ambition un retour aux savoirs fondamentaux. Que tous les élèves sachent lire, écrire, compter, respecter autrui, c'est des choses que tous les Français veulent. Alors, quels changements concrets ? Principale mesure, le dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire renforcées, dites REP+. 2500 classes de CP sont concernées, avec un effectif réduit à 12 élèves par classe. La mesure doit être étendue à l'ensemble de l'éducation prioritaire à la rentrée prochaine, même si certaines écoles manquent déjà d'effectifs pour l'appliquer dès cette année. Concernant les rythmes scolaires, plus le même tempo pour tout le monde. Le retour facultatif à la semaine de 4 jours a été adopté par environ un tiers des communes. Une demi-journée de classe en moins pour les enfants, mais des journées plus longues, 6 heures de cours au lieu de 5. La rentrée verra enfin l'arrivée de nouvelles évaluations dès le CP, des tests de français et de mathématiques qui se tiendront pendant le mois de septembre. Ils doivent servir à repérer plus tôt d'éventuelles difficultés. Certains syndicats d'enseignants s'inquiètent déjà du caractère anxiogène de la mesure. Et en cette rentrée, Emmanuel Macron était à Forbach, en Moselle, dans une école primaire. Le chef de l'État en a profité pour vanter les mérites des classes de CP à 12 élèves pour les quartiers les plus défavorisés. C'est d'ailleurs la principale nouveauté cette année. Il était accompagné par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a dû aussi justifier la fin des contrats aidés. On l'écoute. La question des contrats aidés a pu créer des contraintes pour les communes, pour certaines activités périscolaires ou pour la cantine par exemple. Nous avons écouté, nous avons d'ailleurs reçu les associations représentatives des collectivités locales la semaine dernière. Les inspecteurs d'académie et les préfets travaillent en ce moment même avec les communes pour voir au cas par cas comment aider les communes dans cette période de transition. Parce que le but, encore une fois, est d'aller vers des choses qui soient plus utiles pour les personnes concernées, des contrats plus robustes, et d'autre part plus utiles pour le service rendu. Et c'est ainsi que, comme vous le voyez, en cette rentrée, l'immense majorité, même la quasi-totalité des rentrées s'est faite évidemment dans de bonnes conditions partout. Il reste quelques points problématiques et nous avons vocation évidemment à les régler en bonne convergence, en bonne intelligence avec les collectivités. Et justement, suite à la suppression annoncée de ces contrats aidés par le gouvernement, certaines municipalités ont dû revoir leur organisation périscolaire pour accueillir les élèves. C'est un nouveau coup dur pour les collectivités, déjà frappées par la baisse des dotations et la fin de la taxe d'habitation. Audrey Vuettaz. L'été aura été compliqué entre l'exécutif et les collectivités territoriales. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé. En juillet, devant le Sénat, Emmanuel Macron avait assuré qu'il ne couperait pas les dotations aux collectivités locales, avant d'annoncer 3 jours plus tard le gel en 2017 de 300 millions d'euros de crédit en direction, justement, des collectivités territoriales. À ça s'ajoute la fin de la taxe d'habitation, les 13 milliards d'euros d'économies demandées aux élus locaux d'ici à 2022. Pour Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, il ne s'agit pas de coups de massue, mais d'efforts nécessaires. De la même manière que nous allons faire baisser la dépense publique nationale, il faut faire baisser la dépense publique locale. Et il y a des moyens de le faire. Si vous voulez, lorsque moi j'ai fait par exemple la métropole de Lyon, c'était aussi
pour faire baisser la dépense publique. Des économies nécessaires, Gérard Larcher le concède. Il dénonce cependant la brutalité du gouvernement. Selon lui, Emmanuel Macron a raté le rendez-vous de la confiance avec les élus locaux. Le sujet, c'est la méthode. Quand 3 semaines avant la rentrée, les maires apprennent que les contrats aidés qu'on venait leur proposer en les suppliant de les prendre, on apprend qu'on n'aura pas de contrats aidés ou moins de contrats aidés, alors que la cantine scolaire, c'est du concret, le temps périscolaire, l'accompagnement d'enfants. Le torchon brûle, mais l'exécutif semble vouloir éteindre la fronde et renouer le dialogue. Cette semaine, une série de rendez-vous est organisée avec les préfets et les élus locaux. Et on ouvre tout de suite notre multiplex. Première invitée aujourd'hui, la sénatrice LR, Catherine Procaccia, elle est au micro de Saveria Rojek. Catherine Procaccia, bonjour. Bonjour. On vient de le voir dans ce reportage, la grogne des élus locaux. Ils dénoncent bien sûr la fin des emplois aidés, la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? En tout cas, pour la taxe d'habitation, totalement, et aussi pour la diminution des dotations. Les communes ont déjà fait énormément d'économies. Les collectivités en général ont déjà fait des économies puisque ça fait plusieurs années qu'on diminue la dotation globale de fonctionnement. Et là, maintenant, on annonce pendant l'été une nouvelle diminution et surtout la suppression de la taxe d'habitation qu'avait annoncé le candidat Macron. Mais la suppression de la taxe d'habitation, c'est une ressource propre pour les communes et avec cette ressource, d'abord, j'estime qu'elle crée un lien entre le citoyen et la mairie. On paie une taxe d'habitation, mais c'est pour les écoles, c'est pour la circulation, c'est pour les espaces verts, etc. Et ensuite, l'histoire a montré qu'à chaque fois qu'on supprimait une ressource, elle n'était pas compensée. Alors pour être très précis, le gouvernement a demandé 13 milliards d'euros de baisse de dépenses pour les collectivités. C'est mission impossible pour vous. L'autonomie financière des collectivités, elle est aujourd'hui menacée ? Tout à fait. Parce que quand on commence à demander des économies, et il faut en faire, on commence par soi-même. On commence à être exemplaire. Et les économies, pour l'instant, l'État, je ne l'ai pas vu faire des économies. Hormis quelques mesures frivoles du style on diminue le nombre de cabinets et on lit de membres dans les cabinets ministériels et on lit dans la presse qu'ils ont des moyens détournés pour en avoir d'autres. Hormis ça, je n'ai pas vu quelles étaient les mesures d'économie de l'État. Or, il demande aux communes d'en faire davantage. Les communes, les départements, les régions, ce sont ceux qui s'occupent du quotidien des citoyens et non pas l'État. Alors, quelques mots maintenant sur les élections sénatoriales. Dans 3 semaines, la droite part divisée à Paris avec 3 listes concurrentes. Elle va également se diviser au Sénat avec la création d'un groupe Les Constructifs. C'est ce qu'on a appris ce matin. Comment vous appréhendez tout cela ? Est-ce que vous pourriez rejoindre ce groupe des Constructifs ? Absolument pas. Absolument pas. D'abord parce que, en tant que républicain, je suis au Sénat depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, j'ai voté pour ou contre des mesures proposées par des gouvernements de droite ou de gauche. Et au Sénat, je ne suis pas seule. Dans mon groupe, on a voté un certain nombre de dispositions qui ne sont passées d'ailleurs qu'avec les Républicains sous le gouvernement Hollande quand on estimait que ces mesures étaient bonnes. Et on a voté contre parfois des dispositions qui étaient proposées par le gouvernement à l'époque de Sarkozy parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc être constructif, ce n'est pas s'appeler, c'est pas se donner une terminologie. C'est le traduire dans les actes. Alors si être constructif, c'est dire je vote 100% de ce que propose le gouvernement, dans ces cas-là, on va à La République En Marche. Donc vous êtes et vous restez dans l'opposition au gouvernement ? Je reste dans une opposition au gouvernement en fonction des textes qui nous sont proposés. Regardez sur les dispositions sur les ordonnances sur le travail, nous les avons votées. Nous avons voté le texte sur ce qui s'appelait auparavant la moralisation de la vie politique en l'aménageant et c'est même demeuré après par l'Assemblée nationale alors que la majorité est République En Marche. Donc ça veut dire que l'on fait avancer les textes dans le sens qu'il convient aux citoyens et c'est comme ça que j'entends ma mission de sénateur, quelle que soit mon étiquette, et c'est pour ça que je n'aurai pas l'étiquette constructive. Très bien, merci beaucoup. Merci Catherine Procaccia d'avoir répondu à nos questions en direct. Merci.
Merci beaucoup Saveria. On en vient maintenant à notre page spéciale consacrée aux élections sénatoriales. Elles auront lieu le 24 septembre. Seule la moitié du Sénat est concernée par ce scrutin. Qui vote? Quels sont les départements concernés? Le mode d'emploi de ce dernier rendez-vous électoral de l'année 2017 avec Héloïse Grégoire. Après la présidentielle et les législatives, place maintenant au sénatorial. Le 24 septembre prochain, la moitié des sièges des sénateurs est renouvelable, soit 170 sièges sur 348. Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans au suffrage universel indirect. C'est une élection singulière car plus de 76 000 grands électeurs sont appelés aux urnes. Ils sont composés de députés, sénateurs, conseillers régionaux et départementaux et de conseillers municipaux. Depuis 2011, le Sénat est renouvelé par moitié. Le nombre de sénateurs élus dans chaque département varie en fonction du nombre d'habitants. Ils sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours ou au scrutin proportionnel. 38 départements métropolitains et 6 d'outre-mer sont concernés cette année. 6 groupes politiques constituent le paysage de la Haute Assemblée et avec 143 sièges, la droite est majoritaire. Gérard Larcher est candidat à sa propre succession. Après le scrutin, le président du Palais du Luxembourg est élu par l'ensemble des sénateurs pour un mandat de 3 ans. L'élection du président de la Haute Assemblée est fixée au lundi 2 octobre. Après avoir submergé l'Assemblée nationale, la vague La République en marche pourrait bien se briser sur les marches du Palais du Luxembourg. La bataille pour les élections sénatoriales s'annonce difficile pour le chef de l'État. Il a dû revoir ses ambitions à la baisse alors que l'actuelle majorité entend bien gagner quelques sièges supplémentaires et conserver la Haute Assemblée. Quentin Calmy. À 3 semaines des élections sénatoriales, pas de bouleversement majeur des équilibres politiques à l'horizon. Dans sa composition actuelle, le Sénat est constitué à majorité par les Républicains et leurs alliés centristes, une majorité de droite qui devrait rester inchangée après le 24 septembre. Depuis la réforme du quinquennat, les planètes sont alignées derrière l'élection présidentielle. Et la seule planète qui n'est pas alignée, c'est le Sénat. Pas aligné, j'allais dire, par principe, pas par, j'allais dire, ou par discipline. Le Sénat, c'est un lieu et un espace, un ADN de liberté. Véritable nouveauté cette année, la création d'un groupe politique avec l'étiquette En Marche. Lancé fin juin, il compte aujourd'hui 29 sénateurs. Le jour de son lancement, son président affichait de grandes ambitions. Je vous le dis dès maintenant, il a même vocation à devenir, après la rentrée parlementaire, le 2e groupe du Sénat. C'est notre objectif. Un objectif qui semble aujourd'hui très difficile à atteindre. Les grands électeurs sont à 95% composés d'élus municipaux. Avec cet été, la suppression de la réserve parlementaire, la réduction du nombre d'emplois aidés ou encore le plan d'économie demandé aux collectivités locales, le scrutin s'annonce désormais compliqué pour En Marche. Nous sommes sur un électorat qui a été choisi, notamment l'électorat de ces élus des élections municipales, à un moment où la République En Marche n'existait pas. Et donc ceux qui ont été élus avec une étiquette du Parti socialiste, des Républicains ou d'autres partis, aujourd'hui ne sont pas notre premier électorat. Donc nous ne nous attendrons pas à un raz-de-marée dans ces élections du Sénat. Une piètre performance de En Marche qui mécaniquement galvanise les autres groupes politiques. Le PS ou encore le groupe communiste pourraient ainsi limiter la casse au Palais du Luxembourg. Merci. Et justement, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek avec la présidente du groupe communiste au Sénat, Éliane Assassi. Quels sont les objectifs de son groupe pour cette élection ? Absolument. Bonjour Éliane Assassi. Bonjour. Alors on vient de le voir dans ce sujet sur les enjeux des élections sénatoriales. Quels sont les enjeux pour votre groupe, pour les communistes? Est-ce que vous pensez être en mesure de conserver ce groupe justement? Écoutez, toutes les candidates et tous les candidats contribuent à ce que nous puissions effectivement retrouver un groupe ici au Sénat. Je crois que tout le monde porte l'ambition d'avoir un groupe pour porter au plus haut niveau de nos institutions la voix de celles et ceux qui aujourd'hui sont en colère, mais qui ont aussi des espoirs. Donc ça, c'est notre fonction. Donc bien évidemment, nous sommes sur le terrain, nous rencontrons les grands électeurs. Nous sommes en campagne électorale, une vraie campagne électorale. Avant l'été, vous ne pensiez pas pouvoir conserver ce groupe. Aujourd'hui, les choses ont changé. Justement, pourquoi vous pariez donc sur la grogne des élus locaux? Oui, bien sûr. Il y a la réduction de 300 millions dès cette année,
les 13 milliards annoncés, la diminution des contrats aidés, la taxe d'habitation. Tout ça fait naître chez les élus effectivement une très grande déception pour partie et puis une très grande colère encore chez beaucoup d'autres. Donc moi je vois sur le terrain, pour les rencontrer individuellement, qu'il y a une grande insatisfaction, qu'il y a eu beaucoup d'espoir qui a été porté en son temps sur des politiques. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que forcément, quand on tape au porte-monnaie des collectivités, in fine, on tape dans le porte-monnaie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Alors l'autre facteur positif lors de ces élections pour le Parti communiste, c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui a décidé de faire l'impasse sur les élections sénatoriales. Vous vous en félicitez ? Écoutez, je m'en félicite, mais je trouve que Jean-Luc Mélenchon a été très pragmatique. Il a simplement dit ce qui est, c'est-à-dire que la France insoumise n'a pas de corps électoral lui permettant d'avoir un sénateur ou une sénatrice élue. Donc, moi, j'apprécie son pragmatisme, mais j'attends surtout que les quelques grands électeurs que la France insoumise peut avoir votent pour nos candidats, puisque j'ai cru comprendre qu'il leur demandait de voter pour celles et ceux qui s'opposeraient donc aux réductions faites aux collectivités locales. Donc nous en sommes. Donc j'espère que ces grands électeurs voteront pour nos listes dans les départements. Quelques mots, Éliane Assassi, sur la rentrée sociale, l'opposition à la loi travail. Cette opposition, elle se fait désormais dans la rue. Elle se fait dans la rue, elle se fait dans les villes, dans les quartiers aussi. Il y a beaucoup de débats sur les ordonnances parce que les gens veulent comprendre. Les gens sont intelligents, vous savez. Donc ils veulent comprendre de quoi il s'agit. Donc il y a beaucoup de réunions. Il y a la préparation de la manifestation du 12 septembre dans les entreprises particulièrement. Et puis il y a un grand moment politique qui est la fête de l'humanité. Les 15, 16 et 17 septembre, où je vous l'annonce tout de suite, les candidates et candidates du Parti communiste français, mais sur des listes de rassemblement, seront présents pour être à l'initiative de grands débats à la fête de l'humanité sur le sujet. Il y en aura un grand en présence de M. Martinez au Forum social sur la fête de l'humanité, je le dis tout de suite. C'est une rentrée de combat, c'est une rentrée c'est une rentrée très offensive, de combat, mais de construction aussi. Mais ça n'arrive pas trop tard, ce combat ? Non, contre la loi travail. Il y a eu le combat sur la loi d'habilitation. Maintenant, nous avons connaissance enfin de ce que contiennent les ordonnances. Vous savez, les combats, ça se construit dans la durée aussi. Il y a malheureusement beaucoup de préoccupations chez nos concitoyennes et concitoyens. Donc voilà, non, moi je trouve qu'il n'est jamais trop tard pour mener des combats. Alors, le gouvernement répond sur cette question qu'ils ont été élus pour transformer le pays et que c'est ce qu'ils font. Il n'a pas de majorité. Le président Macron n'a pas de majorité populaire, si je puis dire. Il a peut-être une majorité à l'Assemblée nationale, mais il n'a pas une majorité populaire. Regardez, sur la proposition dans les ordonnances relatives au prud'homme, c'est celle qui crée le plus de mécontentement. Donc les gens vont petit à petit rentrer. Donc, vous voyez, les ordonnances, c'est un petit peu abstrait pour beaucoup de gens, mais sitôt qu'ils comprennent de quoi il s'agit, ils s'y opposent et ils espèrent autre chose. Moi, c'est ça qui me touche beaucoup, c'est qu'on n'est pas simplement dans l'opposition, on est aussi dans la construction avec des propositions. Très bien, merci beaucoup. Merci à Éliane vous. Assassi d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Saveria. On ouvre à présent notre premier débat. Je vous le disais, il est consacré aux élections sénatoriales du 24 septembre. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mode de scrutin de cette élection et aux résultats de La République En Marche. Après avoir remporté la présidentielle et les législatives, le parti majoritaire transformera-t-il l'essai au Sénat? Pas si sûr, on vous explique tout de suite pourquoi. Et mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Guérin-Bargue. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Vous enseignez le droit constitutionnel et le droit parlementaire. Sur ce plateau également, Denis Barranger, bonjour. Professeur de droit public à Paris 2, Panthéon-Assas. Vous êtes également directeur adjoint de l'Institut Michel Villet. Merci d'être avec nous. Patrick Roger, bonjour. Journaliste au Monde, spécialiste du Parlement et des questions constitutionnelles. Et enfin, Benjamin Morel, bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous êtes le lauréat du prix de thèse du Sénat. Votre thèse était intitulée, je le rappelle pour nos téléspectateurs, « Le Sénat et sa légitimité, l'institution interprète d'un rôle constitutionnel ». Merci à vous. Première question pour vous, Cécile Guérin-Bargue, puisqu'on a vu effectivement le parti majoritaire revoir un peu ses ambitions à la baisse. Il faut rappeler que les grands électeurs qui vont voter sont issus des dernières municipales. Ça ne représente donc pas le corps électoral favorable à La République En Marche? Expliquez-nous. Mais tout à fait.
fait, c'est un peu la difficulté de ces sénatoriales qui sont effectivement un mode d'élection quand même très particulier avec ce corps électoral qui, pour 95%, je crois, comprend des délégués des conseils municipaux et par ailleurs avec un mode de scrutin mixte, parfois scrutin majoritaire pour les circonscriptions à moins de 3 sénateurs et puis scrutin proportionnel pour les autres. De ce fait, c'est un mode de scrutin qui favorise quand même les partis qui ont un ancrage territorial fort, ancien, ce qui n'est évidemment pas le cas de La République En Marche, d'où effectivement une problématique assez particulière pour ces élections sénatoriales-ci. Benjamin Morel, est-ce que c'est un mode de scrutin qui favorise finalement le parti Les Républicains ? Alors, est-ce que c'est un mode de scrutin qui favorise les Républicains ? En tout cas, historiquement, c'est un mode de scrutin qui a plutôt favorisé la droite, qui était mieux implantée dans des zones rurales où la droite était mieux implantée. Là, La République En Marche a 2 handicaps manifestes. En effet, le parti La République En Marche n'existait pas lors des dernières municipales. Du coup, c'est difficile d'avoir des délégués. Et ensuite, 7 France surreprésentées, donc vous dites qu'elle vote plutôt républicain, c'est surtout une France qui, en fait, est très très peu sensible à Emmanuel Macron. C'est une France qui a voté majoritairement au second tour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Donc c'est probablement cette France-là, plutôt bien représentée au Sénat, qui est la plus rétive à La République En Marche. Ouais. Patrick Roger, c'est vrai que ces grands électeurs, je le disais, sont issus des municipales de 2014. Ça va permettre à La République, aux Républicains de gagner quelques sièges supplémentaires et de conserver finalement la majorité au Sénat ? Alors, c'est difficile de le dire. D'autant plus que les choses évoluent très très rapidement. Dans la foulée de l'élection présidentielle et des élections législatives, on sentait bien qu'il y avait un mouvement aussi chez les maires, chez les élus locaux, d'adhésion à cette majorité qui s'était dessinée pendant les élections, les scrutins nationaux. Et en 3 mois de temps, tout cela s'est très rapidement délité parce que alors il y a quand même une tendance très très forte à l'approche des élections sénatoriales de surjouer la grogne des élus. La moindre mesure, notamment là ça a été les emplois aidés, il y a également la taxe d'habitation, une légère baisse des dotations aux collectivités territoriales et immédiatement c'est la levée de boucliers. L'approche des sénatoriales n'y est pas étrangère. Mais le climat a incontestablement changé. Là où on pouvait imaginer qu'il y ait un mouvement qui qui s'engage dans la foulée des élections nationales, aujourd'hui c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Denis Baranger, on dit qu'il y a toujours un problème de surreprésentation du monde rural au Sénat. Est-ce que ça a été corrigé, ça, notamment avec la désignation de délégués supplémentaires dans les grandes villes, notamment ? Ça a été corrigé marginalement, ou du moins en faible part, par la réforme qui a consisté à étendre la représentation proportionnelle dans les circonscriptions où il y a plus de 3 sénateurs. On dit que désormais il y a une plus grande représentation des villes et que cette plus grande représentation des villes corrige un petit peu à la fois l'effet de ruralité et puis la droitisation dont on parlait tout à l'heure. Cela étant, la tendance lourde, la grande tendance du Sénat, grand représentant des communes de France, n'a pas beaucoup changé et de ce point de vue, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Pour La République En Marche, c'est un problème structurel, c'est tout à fait évident. Cécile Guérimbargue, une question pour vous. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas le renouvellement qu'on a pu connaître à l'Assemblée nationale au Sénat ? Mais il est certain qu'au Sénat, il est plus difficile de renouveler les visages parce que ce qui compte dans une élection sénatoriale, c'est probablement plus le nom que l'étiquette. C'est-à-dire que pour partie, les sénateurs sont quand même, lorsqu'ils sont élus sénateurs, c'est un peu la consécration d'une carrière locale bien établie, avec un mécanisme un peu de fief. Et de ce fait, il est effectivement plus difficile, a priori, de changer les choses au sein du Sénat qu'au sein de l'Assemblée nationale. Malgré l'interdiction du non-cumul des mandats, ça va quand même avoir aussi un effet peut-être sur le profil des nouveaux arrivants et du Sénat en général ? Alors
d'ailleurs sera très certainement un profil, mais il faut que les choses s'installent un petit peu dans le temps. Et pour l'instant, ce n'a pas été tout à fait le cas. Donc je pense qu'il y a aussi au sein des institutions une certaine peut-être habitude, et les choses évoluent, mais évoluent peut-être plus doucement. Benjamin Morel, sur cette question du non-cumul, ça va avoir un impact dès ces sénatoriales sur notamment cette image, ce renouvellement qu'on voit un petit peu partout dans les différentes institutions? Ça dépend ce que vous entendez par impact. Est-ce que ça va changer le profil sociologique du sénateur? La réponse est probablement non. Comme vous le disiez très bien, on ne fait pas campagne pour les sénatoriales comme on fait campagne pour les législatives. On a eu beaucoup de députés qui ont été élus qui n'étaient pas vraiment connus par leurs électeurs, qui ont en fait voté pour une majorité présidentielle à Emmanuel Macron. Une campagne sénatoriale, c'est pas ça. Ce sont des sénateurs qui connaissent leurs électeurs et qui font la tournée des maires pendant plusieurs mois, qui rencontrent, qui serrent des mains et qui, au bout du compte, sont dans une relation d'intimité presque avec leurs électeurs. Ça, c'est pas du tout vrai pour les législatives. Donc, du coup, ces nouveaux sénateurs qui vont rentrer, qui pour beaucoup seront des anciens, mais pour certains sont des nouveaux, sont quand même des gens qui sont connus localement et qui ont fait une carrière locale. Donc, ce renouvellement à la fois en termes de partis politiques, mais également en termes de sociologie, qu'on a pu connaître à l'Assemblée nationale, il est très très probable au Sénat. Qui plus est, le Sénat, je le rappelle, est renouvelé par moitié. Donc, en plus, on ne renouvelle pas toute l'Assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord, Patrick Roget, avec cette analyse sur l'impact du non-cumul et le renouvellement au Sénat? Je ne sais pas si c'est l'impact du non-cumul. Il va y avoir un impact parce que de toute façon, même les sénateurs en place qui ne sont pas renouvelés, et qui cumulent avec un autre mandat vont devoir aussi, dès le prochain renouvellement, faire des choix. Donc, en termes de personnalité, ça va, siégeant au Sénat, ça va avoir un impact. Ensuite, bon, je partage effectivement cette vision des choses. L'élection sénatoriale, c'est quand même une élection très particulière où effectivement il faut aller au contact des grands électeurs. C'est une campagne de terrain. On rencontre tous les jours des élus locaux. Parfois, c'est 2, 3 élus locaux. C'est pas très gratifiant. Et du côté, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on est aujourd'hui à l'ouverture du dépôt des listes électorales pour le Sénat. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore dans la totalité qui sont les candidats de la République En Marche. Alors, on dirait c'est le cas aussi mais pour d'autres partis, il y a des listes dissidentes, etc. qui vont. Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire En Marche, ils ont renoncé définitivement au Sénat. Ils savent que l'Assemblée n'est pas prenable, si je peux dire. Je pense qu'ils sont beaucoup moins prêts à aborder ou à partir à l'abordage du Sénat qui ne s'y était préparé pour les législatives. Pour les législatives, il y avait un processus d'élection, de sélection, rappelez-vous, intense, bon, avec parfois des ratés. On en voit les conséquences aujourd'hui. Mais pour les sénatoriales, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut quand même que ce soit des gens qui aient malgré tout une implantation dans le tissu local, une reconnaissance par les élus locaux, même si ce renouvellement fait la part belle, notamment à l'Île-de-France, où là, ce sont des élections à la proportionnelle, de liste. Mais quand même, savoir que à la veille du dépôt des listes, il n'y a que 42 candidats encore qui aient été désignés, même si il y a eu l'été qui est passé par là. Alors, on se dit quand même il y a un niveau d'impréparation assez incroyable. Denis Barranger, est-ce que le Sénat a vraiment été un jour un objectif dans la conquête du pouvoir d'Emmanuel Macron? Quelle place il voit pour le Sénat dans sa vision des institutions, selon vous? Je ne le sais pas, je ne peux pas vous le dire à sa place. C'est certain que sa stratégie de conquête de court terme, puisque tout ça s'est joué dans le court terme, n'incorporait pas le Sénat, tout simplement parce qu'il n'en avait pas besoin. Maintenant, il rencontre le Sénat, non pas nécessairement comme un obstacle, mais comme une institution qui ne lui sera pas acquise automatiquement. Il faut aussi reconnaître que dans la période récente qu'évoquait Patrick Roget, un certain nombre de maladresses, ou en tout cas de propos qui pouvaient gêner les sénateurs ont été tenus. Les propositions de réforme constitutionnelle au Congrès en juillet, où il a proposé une réduction
du nombre de parlementaires, c'est pas de nature à séduire les sénateurs. Ensuite, nombre d'élus, pas seulement de parlementaires, du nombre d'élus. Du nombre d'élus, mais spécialement, les parlementaires. dans l'affaire qui nous occupe ici, de députés et de sénateurs. On sait que les sénateurs ne sont pas favorables à la réduction de leur nombre. Le problème de l'extension de la proportionnelle à l'Assemblée nationale, et puis la politique financière qui a été jugée agressive vis-à-vis des collectivités territoriales. C'est pas pour autant, en même temps, comme le dit notre président, qu'il a parti perdu au Sénat, parce qu'on observe quand même que le Sénat a une attitude prudente vis-à-vis du nouveau président, pas hostile, attitude de coopération, ou en tout cas d'attentisme. On voit aussi qu'il y a maintenant un groupe constructif, que les UDI et centristes ne sont pas aussi défavorables que le seront les Républicains. Donc je pense qu'en fait, un président modéré du nouveau monde, ni droite ni gauche, peut rencontrer un Sénat, certes, de l'ancien monde, mais qui voudra bien travailler avec lui dans une certaine mesure. Cécile Guirin-Barguil a besoin, malgré tout, de cette majorité des 3/5 au Congrès, c'est 555 parlementaires, pour mener ces réformes constitutionnelles. 555, là je vous reprends alors, tout de allez-y, suite. Patrick. Il faut arrêter avec cette fiction de la majorité des 3/5 à 555 on compte pas les abstentions, parlementaires. c'est ça. Bien entendu, cette exprimés. Majorité des 3/5, c'est sur les suffrages exprimés. Vous avez raison. Et donc, effectivement, la majorité, elle ne se jouera pas à 555 parlementaires. J'ai déjà vu ça écrit de nombreuses fois et répété dans la presse. Non, excusez-moi. Oui, mais vous avez raison de le rappeler. On est là pour faire du décryptage. C'est faux. Donc, la majorité des 3/5, elle se construit sur les suffrages exprimés. Donc, si effectivement, il y a dans des groupes qui ne sont pas forcément membres de la majorité, mais des parlementaires qui décident de s'abstenir, de ne pas prendre part au vote. Donc les voix, la majorité des 3/5 ne jouera pas sur... Donc il pourrait avoir cette majorité des 3/5. C'est évidemment un des enjeux centraux pour Emmanuel Macron. C'est effectivement l'un des enjeux. La question est de savoir si effectivement il obtiendra cette majorité des 3/5. Au préalable, pour faire une révision constitutionnelle, il faut quand même que le projet de loi ou la proposition de loi soit adoptée en termes identiques par chacune des assemblées, dans les deux chambres. Puis, deux options. Soit on passe par le Congrès, on réunit donc les deux chambres en Congrès à Versailles. Et là, effectivement, il faut une adoption aux 3/5 des suffrages exprimés, comme le répétait et comme le rappelait à juste titre mon voisin, ou on passe par le référendum. Alors, c'est toujours une possibilité, mais c'est une possibilité risquée. Ouais, Benjamin Morel, sur cet impact sur le travail parlementaire, si finalement il n'y a pas un groupe, La République En Marche fort au Sénat. Si vous voulez, sur l'impact la plupart des lois, en fait, passent avec un accord du Sénat. Le dernier mot, c'est l'exception, et le passage par une commission mixte paritaire qui réussit, c'est plutôt la règle. Donc il est probable en effet qu'un groupe, un Sénat relativement centriste malgré tout, va tenter d'améliorer les projets de loi et de mettre sa patte en n'allant pas jusqu'au dernier mot. Le vrai enjeu pour Emmanuel Macron, c'est en effet celui de la révision constitutionnelle. Et là je rejoins ce qui a été dit. On met la charrue avant les bœufs avec cette histoire de 3/5, qu'il s'agisse de 3/5 vrai ou pas d'ailleurs. Il lui faut une majorité au Sénat. Il lui faut une majorité peut-être faite de briques et de brocs, mais sans majorité au Sénat, il n'a aucune façon de réformer la Constitution, sauf à réactiver l'article 11 comme De Gaulle. Mais sans ça, il ne pourra pas modifier la Constitution et ça pose un vrai problème. Ça pose également un autre problème concernant les lois organiques. On a vu ça avec la loi de moralisation de la vie politique, où là, pour le coup, il lui faut une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas toujours très très facile à obtenir. Denis Barranger, est-ce qu'il aura cette majorité, ce soutien du Sénat? On parlait d'un groupe constructif qui pourrait voir le jour, des centristes, du groupe des radicaux de gauche. Il y a là plusieurs groupes qui pourraient être tentés d'apporter leur soutien au chef de l'État. J'aurais tendance à penser que Emmanuel Macron a des chances plus grandes d'obtenir une réforme constitutionnelle que, par exemple, Nicolas Sarkozy en 2008. Ça s'était joué à une voix en 2008. On peut penser que la marge de manœuvre ou que les possibilités stratégiques d'Emmanuel Macron sont aujourd'hui plus grandes que ça, grâce aux centristes, grâce aux constructifs, voire à certains républicains qui ne sont pas du tout défavorables à certaines des réformes qui sont proposées. Je suis assez circonspect sur l'idée que si le Congrès ça ne marche pas, il y aura un référendum. À mon avis, ça serait extraordinairement dangereux pour M. Macron aujourd'hui de passer au référendum, avec les quelques 21% qu'il a eu à la premier tour de l'élection présidentielle. Le 24, pardon, c'est à mon avis très très peu jouable et très risqué pour lui. Donc au fond, le Congrès est la seule option. Peut-être d'ailleurs qu'on verra
qu'il rejouera, qu'il reverra la géométrie qui sera donc variable de ces propositions constitutionnelles. À mon avis, il réduira la voilure, parce qu'il y a trop de choses pour le moment, il y a des choses qui ne seront pas acceptées par beaucoup de sénateurs. J'aurais tendance à penser, au regard de l'atmosphère de juin, début juillet dernier, que les sénateurs sont relativement accueillants vis-à-vis de réformes constitutionnelles qui ne toucheront pas le Sénat lui-même, et je dirais le verrou constitutionnel du Sénat comme participant à la réforme constitutionnelle. Ouais. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont dit dans la période récente qu'il était choquant que le Sénat continue à avoir un verrou pour les modifications constitutionnelles. Je ne pense pas que les sénateurs partagent ce point de vue. Ouais. Et pour les autres réformes, Patrick Roger, le Sénat pourrait devenir le seul contre-pouvoir à la politique d'Emmanuel Macron. Ouais. Enfin, en même temps, ça me paraît difficile pour le Sénat de jouer le rôle d'accord pour les réformes constitutionnelles, enfin pour les réformes institutionnelles, mais à condition que ça ne nous touche pas. Je pense que ce serait un peu... ensuite... encore une fois, les choses sont tellement évolutives à une telle vitesse, c'est difficile de pronostiquer exactement quelle va être l'attitude du Sénat. Première chose, je pense que Emmanuel Macron et sa majorité ont compris que ce n'était pas très productif d'entrer en guerre ouverte avec Gérard Larcher et le président du Sénat qui a, bon, disons-le, de fortes chances d'être reconduit. Et d'ailleurs, on voit que tout est fait pour ménager quand même malgré tout la présidence du Sénat. Ensuite, à partir de là, je pense que Gérard... ensuite, il faut quand même prendre en considération une dimension. C'est la division profonde de l'opposition de droite, qui est extrêmement fragmentée, non seulement à l'Assemblée nationale, mais ça va se voir également au Sénat. Donc, ça m'étonnerait que le Sénat joue un rôle, dans un premier temps, d'opposition frontale au pouvoir exécutif. Oui. Vous êtes d'accord, Cécile Guimbargue? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Ce qui est certain, c'est que la droite est extrêmement fragmentée, de sorte que ces élections sénatoriales, en réalité, sont compliquées pour tout le monde. Sont compliquées pour La République En Marche, sont également extrêmement compliquées pour les Républicains, quand bien même, effectivement, le mode de scrutin, etc., a tendance à les favoriser. C'est compliqué, on l'a bien vu pour les députés communistes, les sénateurs communistes, pardon, qui ne sont pas absolument certains de conserver un groupe. Il faut quand même dire... alors ça devrait passer, hein, et je crois qu'ils renouvellent 16 sénateurs 16 sur 18. Oui. Ah, c'est quand même beaucoup. C'est complexe également pour les sénateurs écologistes qui ont perdu leur groupe, je crois, en juin dernier. Tout à fait. Donc c'est compliqué pour tout le monde. En fait. Et eux qui sont assurés de ne pas le retrouver. Effectivement. Pour le Front National. Aussi, effectivement, pour le Front National, si on en dit un mot, on se souvient que lors du dernier scrutin, eh bien, c'était sénatorial, c'était aussi la nouveauté, hein, l'arrivée de deux sénateurs frontistes. Là, quels sont les espoirs, les objectifs du Front National de Denis Baron? Ils ont l'air assez modestes, leurs espoirs. Ils n'ont pas grand-chose à perdre, ils n'ont pas non plus grand-chose à gagner, je crois. Et eux, paradoxalement, sont directement concernés par le non-cumul. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tant que de candidats que ça qui soient crédibles. Or, la règle là du non-cumul va s'appliquer à eux. Non, la vraie question, je pense, vous l'avez un peu posée tout à l'heure, c'est celle de la position du groupe républicain. Alternance, alternative, il y a la même racine. Donc, il s'agit pour la droite aujourd'hui d'incarner une alternative pour espérer demain prendre le leadership d'une opposition dans un schéma politique qui, a fortiori, devrait finir par se rebipolariser. Et comment arriver à incarner une alternative? Pour l'instant, la voie que semblent suivre les Républicains, ce serait plutôt une voie avec Laurent Wauquiez, une forme de radicalisation qui est également servie par une sorte de débâcle du Front National. Est-ce que le groupe parlementaire au Sénat va suivre? Et ça, il y a des précédents historiques dans un sens comme dans un autre. On a eu un Sénat, un groupe RPR au Sénat avec Charles Pasqua à la fin des années 80, qui a pu se faire en effet le porte-parole d'une opposition radicale. Et on a pu également avoir un groupe
sénatoriale qui a plutôt cherché l'accommodement lors de la seconde cohabitation. Donc là, il va vraiment falloir voir quels vont être les échos du conflit des Républicains dans le groupe parlementaire et quelle va être la stratégie des sénateurs individuellement par rapport à ces évolutions-là. Denis Barranger. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à ce qu'a dit Patrick Roger, c'est que rarement on aura vu un président du Sénat aussi puissant et avec autant de cartes en main que dans la période actuelle, avec une Assemblée nationale, je dirais, qui est neutralisée par le fait même de l'importance de la République en marche en son sein, avec un Sénat qui devient un lieu stratégique pour assurer la réalisation des réformes de gouvernement, et je dirais la réception de ces réformes dans une chambre sénatoriale qui devient une chambre de représentation de l'opinion, là où l'Assemblée nationale ne l'est plus tellement parce qu'il y a cette majorité énorme de la République en marche. Monsieur Larcher, s'il joue les choses habilement, et rien ne permet de penser qu'il ne le fera pas, parce qu'il était très habile dans la période récente, pourrait redonner à la présidence du Sénat et au Sénat lui-même un rôle qu'il n'a pas eu dans un passé récent et même depuis assez longtemps sous la Ve République. Ça pourrait se renverser en faveur de l'institution sénatoriale, quelle que soit l'issue de l'élection du 24 septembre. On peut effectivement imaginer que le Sénat soit plus à même qu'il ne l'a été depuis très longtemps de peser sur l'émergence même d'un certain nombre de dispositions législatives. Lesquelles, par exemple ? D'abord, celles qui vont concerner les collectivités territoriales, évidemment. Mais même notamment sur tout ce qui concerne, tout ce qui a trait aux libertés publiques. C'est quand même, je crois que c'est l'expression qu'utilisait Gérard Larcher, c'est l'ADN du Sénat. On a ici une commission des lois très très forte, très influente, et qui a forger sa propre jurisprudence. Et je pense que sur ce plan-là, on l'a vu déjà sur les lois de moralisation, entre guillemets, mais à l'avenir, je pense que le poids du Sénat peut effectivement plus se faire sentir. Ouais. Si on reprend les lois de moralisation, ça implique quand même, et si on reprend un peu l'histoire du Sénat, ça implique quand même deux conditions. Premièrement, que le gouvernement le veuille bien. Pour l'instant, il montre des signes assez contradictoires. Et deuxièmement, que le gouvernement tienne bien sa majorité à l'Assemblée nationale. Parce que quand vous passez un accord avec le Sénat, il faut également pouvoir l'imposer à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, on ne sait pas réellement ce que va devenir et comment va évoluer ce groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Ouais, Cécile Guérimbargue, effectivement, on peut voir qu'il y aura un vrai rôle, un rôle renouvelé également pour le Sénat dans les institutions, dans le bicamérisme à la française. Oui, il me semble qu'effectivement, il y a cette possibilité pour le Sénat de retrouver peut-être cette place qu'il a eue, qu'il a perdue. Le Sénat ayant toujours été cette institution qui a quand même du mal, qui a probablement été imaginée pour des raisons très différentes de celles qu'il exerce, que la fonction qu'il exerce à l'heure actuelle, et qui a toujours un peu de difficulté à se trouver une situation particulière dans le paysage, dans le bicamérisme inégalitaire, à quelques exceptions près. Ouais. Patrick Roger, on a parlé des LR, de la République En Marche, du groupe communiste, écologiste. Qu'en est-il des socialistes ? Là aussi, l'équation reste à définir. Vous avez vu l'état du Parti socialiste après l'élection présidentielle et les élections législatives. La manière dont aujourd'hui il tentent très difficilement de se reconstruire. Alors bien évidemment, ils ont un tissu d'élus locaux qui va leur garantir un socle minimal d'élections de sénateurs. Ils seront de toute façon les grands perdants de ces élections sénatoriales, de ce renouvellement, même si ça ne concerne que la moitié de... Ils n'arriveront pas à limiter la casse, selon vous, justement. Ils n'arriveront pas à limiter la casse. Vous parliez justement de cette impréparation aussi de certains candidats de la République En Marche. Pour deux raisons. Un, comme vous l'avez dit, le corps électoral repose sur les élections municipales, les élections intermédiaires. Donc le Parti socialiste a perdu énormément, une grande partie de ses bases électorales. Et deux, aujourd'hui, on peut considérer
que les électeurs, les grands électeurs du Sénat vont se disperser se répartir sur les autres forces politiques, y compris la République En Marche, que sur le Parti Socialiste. Donc s'il y a un grand perdant de ces élections, ce sera incontestablement le PS. Ouais, ils ont tout de même, je dirais, des bases solides, tout bêtement, parce que l'électorat des sénateurs socialistes est avant tout un électorat urbain, c'est-à-dire un électorat encarté, et donc un électorat qui va voter socialiste. C'est pas justement le petit maire rural qui, au bout du compte, se demande quel serait mon meilleur candidat. On a un électorat qui est plus urbain pour le Parti socialiste, qui donc est un électorat beaucoup plus stable. La question, c'est est-ce qu'une partie de cet électorat, là où je vous rejoins, peut éventuellement dériver En Marche, étant donné qu'il est très encarté. Mais ça reste on le voit à travers déjà les parrainages qui ont été apportés à Emmanuel Macron. Oui, mais ça reste un nombre très limité. Oui, mais quand même. Il y a eu également un certain nombre de sénateurs. Enfin, on voit aussi la République En Marche essayer de faire son marché un petit peu auprès d'un certain nombre de sénateurs socialistes qui se laissent un peu séduire. Donc il y a cette hémorragie-là aussi. Et puis il y a un phénomène de diffusion au niveau des exécutifs locaux, pour l'instant que l'on mesure pas encore totalement, mais que ce soit dans les exécutifs régionaux, dans les exécutifs départementaux ou dans des exécutifs locaux, il y a des tentatives de formation. Comme vous le disiez très bien, c'est un phénomène de séduction qui a marché au début, qui marche beaucoup moins aujourd'hui. Le vrai pari pour Emmanuel Macron, c'est pas tellement d'avoir, en sortant des urnes le 24, un gros groupe En Marche. C'est plutôt de compter sur des désistements, c'est-à-dire sur des sénateurs qui pourront s'émanciper de ce risque d'être sanctionnés par des élus locaux, que ce soit au Parti socialiste, mais également pour beaucoup au centre droit, et qui pourraient éventuellement se retrouver autour d'un groupe En Marche un peu plus important. Eh bien, merci Benjamin Morel, merci Patrick Roger, merci à vous Denis Baranger, merci à Cécile Guérenbach d'avoir apporté un premier éclairage à 3 semaines, je le rappelais, de ce scrutin des élections sénatoriales. On va d'ailleurs continuer les réactions politiques au Sénat avec vous, Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences. Vous êtes avec le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Bonjour David Assouline. Bonjour. Dans 3 semaines donc, bien sûr, les élections sénatoriales. Quels sont les objectifs du PS pour ces élections ? Combien de sénateurs seront élus sous la bannière PS ? Personne ne peut parler de chiffres exacts, mais un objectif qui est parfaitement atteignable et qui aurait une signification politique importante, c'est que nous restions le 2e groupe du Sénat, et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que la campagne se passe très bien. C'est un objectif réalisable pour vous, le 2e groupe du Sénat ? Bien entendu. Alors les Hamonistes, on l'a vu, le Parti Socialiste de présenter une liste dissidente à Paris. Finalement, ça ne va pas être le cas. Marie-Noëlle Lienemann, elle reste bien en position éligible, 4e sur votre liste. En tous les cas, nous n'avions jamais prévu autre chose. Il y a une liste qui a été discutée, validée par les militants, où il y avait un ordonnancement, et il n'a jamais été question pour nous de bouger les ordres dans le dos des militants à la veille d'un dépôt de liste. C'est des méthodes qui n'existent plus au Parti Socialiste depuis que nous investissons, nous débattons. Et le PS se sent donc moins menacé qu'avant l'été par la République En Marche ? Oui et non. C'est-à-dire que de toute façon, nous savions que la vague qui a porté Emmanuel Macron à la présidence, puis qui lui a donné une majorité aux législatives, n'était pas envisageable en termes de réplique immédiate aux sénatoriales, puisque les sénatoriales sont quand même essentiellement le fruit de l'élection municipale de 2014 et des équilibres politiques. Donc, bien entendu, En Marche existe et existera au Sénat, mais ça ne pouvait pas atteindre en plus la façon dont l'été s'est passé et les mesures annoncées par le gouvernement, voire annoncées ou prises, qui touchent de plein fouet les collectivités territoriales, et notamment cette dernière annoncée sur la suppression des emplois aidés, qui permettait à des collectivités, à des associations, à ceux qui font vivre le tissu social local et territorial, d'avoir plus les moyens, souvent, de pouvoir même faire parfois des rentrées scolaires. Donc cela, ajouté aux baisses drastiques des financements des collectivités locales annoncées et déjà prises, tout cela fait beaucoup. Suppression de la taxe d'habitation, etc.
Alors, donc, pour l'électorat qui ne se range pas forcément derrière l'étiquette qu'il avait au moment des municipales, il en existe bien entendu, et qui réagissent en fonction de leur réalité locale et de leurs enjeux immédiats et actuels. On peut penser quand même que le gouvernement d'Édouard Philippe a beaucoup déçu et va être combattu dans les urnes. Alors justement, quelques mots, David Assouline, sur la rentrée sociale, l'opposition à la loi travail, l'opposition aux ordonnances. Cette opposition, elle va désormais se faire dans la rue. Est-ce que c'est bien ça ? Écoutez, l'opposition, en ce qui nous concerne, nous, au Parti Socialiste, nous avons toujours conjugué l'ensemble des moyens de lutte, de revendication, d'affirmation. Il y a eu d'abord un travail parlementaire minime, mais un travail parlementaire, puisque nous avons dû nous prononcer sur les ordonnances, sur l'habilitation, sur la loi d'habilitation. On a combattu tout ce qui n'allait pas, et on a fait des propositions. Justement, lors de l'examen au Sénat, vous avez dénoncé un dialogue social verrouillé. Est-ce que désormais vous serez une des voix de l'opposition au gouvernement ici au Sénat? Je complète ma réponse. Ensuite, il y a encore la ratification. Donc il y aura de toute façon le Parlement encore saisi. Pour un parlementaire, c'est d'abord ça, son travail. Et puis il y a toutes les formes de contestation que nous connaissons, qui ne sont pas étrangères aux parlementaires et aux partis, que ce soit la pétition, que ce soit la manifestation, etc. Et je pense que le Parti Socialiste saura conjuguer l'ensemble de ses moyens pour montrer son opposition et pour continuer à faire des propositions. Parce que ce que l'on a oublié, c'est pour cela que la méthode des ordonnances n'allait pas, c'est que moi j'ai défendu avec mes collègues socialistes beaucoup d'amendements pour faire en sorte que le Code du travail puisse répondre à des nouveaux enjeux qui existent. Et aucun n'a été repris parce qu'il s'agissait juste de faire passer une copie qui venait d'en haut. Très bien, merci beaucoup. Merci David Assouline d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, Savérien. Et on en vient maintenant au premier volet de notre série consacrée aux élections sénatoriales vues du terrain. Cette semaine, nous allons dans le département de la Manche. 3 sièges sont à pourvoir au scrutin proportionnel. Les 2 sortants LR se représentent et vous allez le voir, ils sont confrontés à l'arrivée d'un candidat investi par La République En Marche. C'est un reportage de Jérôme Rabier. Il est le candidat qui rêve de renverser la table. Mais en attendant, Jean-Michel Mage doit d'abord installer la sienne avant une rencontre avec les grands électeurs. Mais ce soir, le candidat En Marche et sa colistière n'ont que 2 présents, venus davantage par curiosité. Au moins le dialogue est direct, mais aussi franc sur les dernières annonces du gouvernement. Je constate un gouvernement qui prend des décisions, mais sans même concerter les parlementaires. Je pense que la méthode, elle est brutale, oui, mais elle est salutaire parce que le gouvernement a bien dit qu'il allait avoir un regard un peu particulier sur les contrats aidés de certains domaines, l'éducation, le social, qu'il fallait les regarder. Et de l'autre côté, qu'il fallait regarder également le type de population, qu'on allait faire attention à certaines populations. Pas déstabilisé, ce candidat mise sur son profil, en même temps nouveau et expérimenté. Je suis de la société civile, certes, je suis un élu déjà ancien, expérimenté, et c'est justement, je serai un nouveau sénateur, mais avec une expérience d'élu de terrain et de rapport avec les autres élus, de rapport avec les collectivités. Une liste En Marche qui devra notamment faire face à 2 sénateurs sortants, 2 présidents de commission, les Républicains, dont Jean Bizet, élu au Sénat depuis 1996. Pour lui, l'arrivée d'En Marche ne devrait pas changer la donne. Ça ne concernera pas, je le sens, les grands électeurs qui ont un peu plus de recul, si vous voulez. C'est ça le subtil équilibre du bicaméralisme français. Et donc je suis plutôt confiant. Contrairement à 2011, la Manche élira ses sénateurs à la proportionnelle à un tour. Jean Bizet aura donc face à lui une autre liste de droite, celle de Philippe Bas, avec un risque de dispersion des voix. C'est plutôt désagréable, si vous voulez, parce que les grands électeurs vont être obligés de faire un choix. Mais nous sommes différents. Et donc, par conséquent, nous sommes complémentaires, si vous voulez. Je pense que c'est une richesse pour la Manche d'avoir un président de commission des affaires européennes et un président de la commission des lois. C'est ainsi que je présente les choses. Le président de la commission des lois mise, lui, sur la défense des territoires ruraux. Élu sur la liste du maire à Saint-Pois, dans le sud du département, il se veut le porte-parole de leurs revendications.
Ici, en milieu rural, je dirais, on a une vision naturelle. Et parfois, c'est plus haut, c'est une version virtuelle. Et il y a un décalage parfois entre les deux. Et on essaye de combler le décalage. On a tendance à nous oublier. Eh bien moi, je ne veux pas qu'on soit les oubliés de la République. Et je crois qu'il faut que nous parlions d'une voix forte au nom de ce monde rural qui est nécessaire à la stabilité de notre pays et qui aujourd'hui vit très mal le cumul de décisions. Pour lui non plus, l'arrivée d'En Marche ne devrait pas bouleverser l'équilibre local. Ce qui dominera dans l'esprit des grands électeurs, c'est la confiance qu'ils auront dans la capacité personnelle de leurs élus à porter la parole de la Manche et à avoir au plan national un rôle, une mission qui soit utile à notre pays. Face à ces trois listes, la gauche manchoise tente de se renouveler et c'est un fidèle de Bernard Cazeneuve, Jean-Michel Houllegatte, qui portera les couleurs du PS. Mais en ces temps difficiles pour le parti, on préfère afficher des valeurs plutôt qu'une étiquette. La liste que je conduis est une liste qui comprend certes deux socialistes, mais qui comprend des gens qui sont de la gauche écologiste, qui sont des gens de la gauche. C'est une liste plurielle. Et moi, je suis tout à fait convaincu à l'heure actuelle qu'il y a une place pour une gauche qui soit une gauche humaniste, soit une gauche sociale, qui soit une gauche écologiste, qui simplement rappelle les fondamentaux. Et l'été, avec son lot de mesures plutôt impopulaires pour les collectivités, fournit là encore des arguments pour la campagne. Nos communes sont des petites républiques, c'est elles qui font vivre nos valeurs de la République. Elles ont besoin de moyens. Et à l'heure actuelle, donc avec la réduction des dotations d'État, avec la multiplication des normes, avec, je dirais aussi, la diminution, la réduction drastique des emplois aidés, elles risquent de ne plus pouvoir assumer leur mission. Et ça, c'est important qu'il puisse y avoir une voix au Sénat. Dans ce département qui s'étend de Cherbourg au nord, au Mont-Saint-Michel au sud, personne n'ose s'afficher en favori. La recomposition politique dans le pays aura-t-elle une répercussion sur ce scrutin si particulier? La réponse appartient aux presque 1600 grands électeurs du département qui voteront le 24 septembre prochain. Justement, Jérôme Rabier nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jérôme, alors vous êtes allé dans la Manche, on vient de le voir. Il y a donc ces deux listes, LR, celle de Jean Bizet, Philippe Bas. Ils sont tous les deux présidents de commission, ils se retrouvent en concurrence. Exactement Delphine, mais une concurrence plutôt subie que choisie. Il ne s'agit pas, comme dans certains départements, d'une liste officielle et d'une liste dissidente, mais les deux listes sont la conséquence du changement de mode de scrutin entre 2011 et 2017. Car désormais dans la Manche, comme dans tous les départements où il y a au moins 3 sénateurs élus, il s'agit d'un scrutin proportionnel à un tour et non plus un scrutin majoritaire à 2 tours. S'ils avaient décidé de faire liste commune, l'un des deux candidats LR aurait été en tête de la liste et l'autre en 3e position. Car parité oblige, c'est une femme qui aurait occupé la 2e position. Ça aurait mis en difficulté celui qui était en 3e position. Ils n'ont pas fait ce choix. Ils ont donc constitué chacun leur liste qui sont toutes les deux soutenues par le parti. Alors la conséquence, c'est forcément la dispersion des voix, d'autant que les listes fleurissent notamment au centre et au centre droit. Un véritable embouteillage au centre et au centre droit. Il y a donc la liste En Marche, on l'a vu dans le reportage, menée par un maire d'hiver droite, bien qu'il n'ait jamais été encarté. Face à lui, le patron de l'UDI dans la Manche, Jean Le Petit, a décidé de constituer une liste également. Et enfin, Christiane Vulvert, conseillère régionale, elle a d'abord revendiqué la tête de liste En Marche fin juillet, avant que la commission d'investiture ne lui préfère Jean-Michel Mage. Elle a tout de même maintenu sa liste sous la bannière de l'Union des centres. Bon, on est tenté de dire, quand on voit le nombre de listes, qu'il s'agit davantage de la désunion des centres dans la Manche. Et pour complexifier le tout, Jérôme, 2 nouvelles listes pourraient être constituées cette semaine. Exactement Delphine, j'ai eu au téléphone aujourd'hui le secrétaire départemental du Front National, Jean-Jacques Noël. Il m'a confirmé qu'une liste FN serait bien déposée et que c'est lui qui l'amènerait. De l'autre côté de l'échiquier politique, le Parti communiste devrait également déposer sa liste cette semaine. C'est Richard Delestre qui devrait la mener. C'est donc normalement 8 listes qui seront présentes le 24 septembre prochain pour seulement 3 postes de sénateurs dans ce département de la Manche. Merci beaucoup Jérôme pour ces explications. Et on va continuer avec le second débat de ce Sénat 360. L'exécutif a-t-il multiplié les faux pas au point de rompre la confiance avec les élus locaux, plutôt bienveillants jusqu'à présent? Eh bien, avant les vacances, à l'égard de l'action gouvernementale, la plupart des responsables de collectivités territoriales sont échaudés par les annonces successives d'Emmanuel Macron. Baisse des dotations, suppression à venir de la taxe d'habitation et fin des contrats aidés.
actualité. On va poser la question, bien sûr, à mes invités, mais avant cela, les explications d'Audrey Buetaz. L'été aura été compliqué entre l'exécutif et les collectivités territoriales. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé. En juillet, devant le Sénat, Emmanuel Macron avait assuré qu'il ne couperait pas les dotations aux collectivités locales, avant d'annoncer 3 jours plus tard le gel en 2017 de 300 millions d'euros de crédit en direction, justement, des collectivités territoriales. À ça s'ajoute la fin de la taxe d'habitation, les 13 milliards d'euros d'économies demandées aux élus locaux d'ici à 2022. Pour Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, il ne s'agit pas de coups de massue, mais d'efforts nécessaires. De la même manière que nous allons faire baisser la dépense publique nationale, il faut faire baisser la dépense publique locale. Et il y a des moyens de le faire. Si vous voulez, lorsque moi j'ai fait par exemple la métropole de Lyon, c'était aussi pour faire baisser la dépense publique. Des économies nécessaires, Gérard Larcher le concède. Il dénonce cependant la brutalité du gouvernement. Selon lui, Emmanuel Macron a raté le rendez-vous de la confiance avec les élus locaux. Le sujet, c'est la méthode. Quand 3 semaines avant la rentrée, les maires apprennent que les contrats aidés qu'on venait leur proposer en les suppliant de les prendre, on apprend qu'on n'aura pas de contrats aidés ou moins de contrats aidés, alors que la cantine scolaire, c'est du concret, le temps périscolaire, l'accompagnement d'enfants. Le torchon brûle, mais l'exécutif semble vouloir éteindre la fronde et renouer le dialogue. Cette semaine, une série de rendez-vous est organisée avec les préfets et les élus locaux. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Daniel Obono, bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris. Merci d'être avec nous. Jean-Raymond Hugonet est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes le maire de Limours et vous représentez ici l'Union des maires de l'Essonne. Et je le précise, malgré tout, vous êtes tête de liste LR pour les sénatoriales dans ce même département. Absolument. Gilbert Roger est également sur ce plateau. bonsoir, sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Première question pour vous, Daniel Obono, puisqu'aujourd'hui, Gérard Larcher, président du Sénat, dans une interview au Figaro, estime que le rendez-vous de la confiance d'Emmanuel Macron avec les élus locaux est raté. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Et je pense que ce n'est pas simplement avec les élus locaux, je pense que c'est avec une bonne partie de la population, y compris celle qui avait peut-être voté pour Emmanuel Macron, qui se rend compte du type de gouvernement et du type de politique qui va être menée. Et on le voit avec les annonces notamment sur les collectivités territoriales, mais également la baisse des APL, également les choix faits en faveur des plus riches. Et je pense que effectivement, c'est un rendez-vous raté. On va le voir dans les prochaines semaines dans la rue. Gilbert Roger, pourquoi un tel retournement, je dirais, des élus locaux ? Il y avait pourtant eu, on le rappelle, cette conférence des territoires ici au Sénat avec une bienveillance plutôt des élus locaux à l'égard du pouvoir exécutif. Ce sont les changements dont parlait Daniel Obono durant l'été qui ont un petit peu changé les choses ? Je pense qu'il a été prononcé le mot de... Enfin, l'expression pacte de confiance. Avec les territoires. Et avec les territoires. Et commencer un pacte de confiance par faire que, dans une annonce, on apprend que les contrats aidés sont supprimés, qu'il y a 13 milliards, qu'on en rajoute, en plus en reprenant 650 millions au détour d'une petite journée. Les élus locaux... ils s'aperçoivent que le compte n'y est plus et que ça n'est pas du pacte de confiance, mais c'est de l'addition de moins pour les services publics qu'ils sont à même d'essayer de rendre, en particulier à la rentrée scolaire. Ouais. Vous qui êtes élu maire de Limours, je le rappelais, comment ça se traduit concrètement sur le terrain, cette baisse des dotations, cette fin des contrats aidés par exemple ? Eh ben, comment ça se conduit, comment ça se traduit sur le terrain, très clairement, c'est que nous avons des emplois qui nous permettent de répondre à vraiment une demande importante et qu'aujourd'hui, ces emplois, on est bien en difficulté parce qu'on ne pourra pas les conserver. C'est tout simplement... voilà. Alors c'est bon, comme le disait monsieur, pour la cantine scolaire, suite à cette réforme des rythmes scolaires, bien entendu, des communes s'étaient engagées et se retrouvent en race campagne laissés pour compte. Donc, comme il y a quand même eu la possibilité laissée par le gouvernement de revenir à la semaine de 4 jours. Donc il y a eu quand même des avancées qui ont été faites, une main tendue envers les collectivités. Mais comme le dit Gérard Larcher, le président Larcher, c'est la méthode.
C'est-à-dire qu'on est mis devant le fait accompli du jour au lendemain, et au lendemain, à 48 heures après la conférence des territoires, eh bien, on nous retire 300 millions d'euros, par exemple. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, quand ça fait des années que les élus sont malmenés, encore une fois, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre une telle brutalité, surtout quand on nous parle de confiance. Ils ne doivent pas participer à l'effort général qui est demandé à tous de redressement des finances publiques, les élus locaux ? Alors, là, on attaque le fond. Dire aujourd'hui que les contrats aidés sont la panacée universelle de l'emploi, personne n'est là. Et je crois ne dira la même chose. En revanche, il y a le secteur marchand et le secteur non marchand. Et dans le secteur non marchand, on ne peut pas balayer non plus d'un revers de main tout ce qui se fait dans les associations. Que l'on met avec des décisions brutales comme celle-ci. Moi, des associations, tout de suite, m'ont appelé en disant comment on va faire, monsieur le maire, à la rentrée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Daniel Obono. Effectivement, ce sont surtout des besoins. Je pense que ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il y a des besoins sociaux, il y a des besoins éducatifs, culturels, qui nécessitent d'avoir ce type d'emploi. Alors après, il y a des statuts qu'il faut pérenniser, il faut donner les moyens aux personnes de ne pas avoir enchaîné des contrats de ce type-là, mais les besoins, ils restent. Et geler des financements, ça ne fait pas résoudre le problème de la demande sociale qui est extrêmement urgente et nécessaire. Aujourd'hui, on parle justement de la confiance qu'ont les citoyens envers l'État, envers les administrations. Si on n'est pas en mesure de répondre à ces besoins-là, on ne crée pas de la confiance, effectivement. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, des efforts sont demandés, mais des efforts sont demandés à qui ? Parce qu'on a eu aussi une annonce sur la réforme de l'ISF, où ça va être fait en faveur d'une petite partie de la population, alors que pour les foyers les plus modestes, la réforme des APL va justement empirer la situation. Donc on voit aussi quand même il y a un choix qui est fait, des efforts pour un grand nombre, et puis quand même beaucoup de privilèges qui sont maintenus, voire renforcés pour une minorité. Et c'est aussi, je pense, ce sentiment d'injustice-là qui crée un problème de confiance dans la population. Gilbert Roger, vous qui avez été également maire de Bondy, est-ce que l'autonomie fiscale des communes est aujourd'hui menacée selon vous ? Et l'autonomie fiscale, elle est menacée. Et on va dire qu'il y a eu des tentations des anciens gouvernements, parfois, de réduire ce que l'on appelle l'autonomie. Mais là, ça y va à marche forcée, et en quelques semaines. Donc ça devient dramatique. L'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que les emplois aidés, c'est vrai que dans le secteur associatif, moi, comme maire, je me souviens avoir pris des emplois qu'on appelait aidés à l'époque pour aider, par exemple, à l'accompagnement d'enfants handicapés placés dans ce qu'on appelle une école Alors, les contrats aidés pour les personnes handicapées, ça, c'est préservé, ça a été... Oui, parce que les élus ont rouspété en disant mais la rentrée scolaire, c'est lundi, et on vient d'apprendre 48 heures avant ou 72 heures avant qu'on nous supprime ces emplois. Alors, comme par hasard, on maintient ceux qui sont gérés par l'État lui-même, c'est-à-dire au titre de l'éducation nationale ou au titre de grands ministères, mais on supprime les autres. Et toutes les associations sportives, culturelles, sociales qui aidaient et concouraient au travail de l'école, elles se retrouvent aujourd'hui sans plus rien. Les Restos du Cœur, j'ai vu que les Restos du Cœur de Grenoble ne savent plus comment faire. Là aussi, il y a eu des annonces d'Édouard Philippe pour mais c'est des annonces au jour le jour pour rattraper des bêtises, parce qu'il y a une sorte de conception idéologique, je utilisais un terme, idéologique pour supprimer. Et moi, je rappellerai, comme maire, vous l'avez dit, qu'à un moment donné, on avait aidé des associations avec ce qu'on appelait les emplois jeunes. Et j'avais une association, elle s'appelait « Il y a de la banlieue dans l'air », elle travaillait dans le quartier en face de la mairie, quartier de Latte de Tassigny à Bondy. Cette assoce, du jour au lendemain, l'État supprime ces emplois. C'était 1 an et demi avant 2005 et les émeutes urbaines. Faisons attention à ce que nous faisons, parce que ce secteur social n'est pas du tout couvert par le secteur que l'on dit marchand et d'entreprise. Ouais. Est-ce que cette grogne n'est pas un peu surjouée aussi, on le rappelait, à l'approche de ces enjeux électoraux que sont les élections sénatoriales Alors, quand on n'a jamais été élu local,
je peux le concevoir qu'on dise que ça soit surjoué. Quand on est élu local, il faut, au bout d'un moment, arrêter de prendre les élus pour une variable d'ajustement. Parce que, comme le disait mon collègue, ancien maire de Bondy, tout simplement, on demande aux communes d'éponger un déficit qui a été créé par l'État. Quand vous devenez maire, vous comprenez une chose illico, c'est qu'on vous oblige à construire un budget en équilibre. Fonctionnement, investissement, recettes, dépenses. Voilà, dans les deux schémas. Et c'est tout simplement ce que l'État n'a jamais fait depuis 40 ans. Alors aujourd'hui, on demande à la seule cellule qui est encore la cellule qui a, vis-à-vis de nos administrés, la confiance. Et une confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne. On la gagne sur le terrain en tant qu'élu. On leur demande à eux de jouer la variable d'ajustement. Alors surjouer, non, je vous prends un exemple. Jean-Michel Blanquer, qui par ailleurs a l'air d'être un ministre de l'Éducation, qui sait de quoi il parle. Eh bien, il dit la rentrée en musique. Il se trouve que j'étais ce matin dans les écoles de la commune à la rentrée en musique. Je dis au passage que de profession, je suis musicien. Dès qu'il a sorti cela, j'étais très heureux. J'ai été très heureux que tous les enfants de la commune soient accueillis en musique. Mais ce que je dis juste à ce moment-là, c'est que l'intervenant musicien qui a dirigé toutes les interventions musicales, et croyez-moi, les enfants sont dedans, c'est un intervenant musicien qui est payé par qui? Par l'Éducation nationale? Non, par les communes. Et c'est pas une maîtresse qui n'a jamais été formée qui va faire chanter, vous voyez ce que je veux dire, le petit chaperon rouge à des enfants. C'est pas ça la musique. Et ce qu'on fait avec la musique, avec un intervenant musicien, ce sont encore une fois les communes qui le financent, alors que c'est du pouvoir de l'Éducation nationale qui est défaillant dans ce domaine. Daniel Obono, qu'attendez-vous du gouvernement? On vient de le dire, il y a eu quand même certaines annonces, certains rétro-pédalages pour revenir. On parlait des contrats aidés pour les enfants handicapés ou encore la situation des Restos du Cœur à Grenoble. Nous n'attendons rien parce que nous ne pensons pas que ce gouvernement soit en mesure de répondre aux besoins sociaux et écologiques qui existent aujourd'hui. Par contre, nous attendons qu'il y ait une mobilisation sociale, locale, dans les communes, dans les associations, dans les organisations syndicales, pour faire en sorte que le gouvernement recule et entende les propositions, y compris alternatives, qui existent. Nous allons poser ce débat, notamment lors du budget. Ça va être une discussion importante parce que on a l'impression aussi d'un manque de vision générale. Donc, dans quoi s'inscrit, dans quelle stratégie économique, dans quelle vision globale pour l'ensemble du pays s'inscrivent ces petites mesures qui sont distillées une à une sans qu'on ait l'idée d'une cohérence. À quoi ça va servir tous ces sacrifices qui sont demandés depuis plusieurs années si on n'offre pas comme perspective une relance de l'activité avec un développement de l'emploi pour répondre aux besoins sociaux et pour, d'un côté, on dit on enlève les emplois aidés parce qu'ils ne servent pas, mais qu'est-ce qu'on propose comme emploi, comme statut, quand on a le CICE, par exemple, qui est une mesure qui coûte énormément d'argent, mais qu'on maintient malgré tout pour satisfaire à une certaine catégorie des patrons. Mais voilà, on pointe du doigt des contrats aidés qui, aujourd'hui, répondent à des besoins, ça a été dit par tout le monde. Donc, ce que nous, on voit surtout, c'est qu'il y a un manque de stratégie politique, de stratégie économique, et que ce sont les populations et les collectivités qui en font les frais. Gilbert Rogier, on évoquait cette échéance des élections sénatoriales, je le rappelle, ce sera le 24 septembre. Cette grogne des élus locaux, ça va se retrouver? Il y aura une sanction dans les urnes, selon vous? Je pense, pour être moi-même candidat en septembre, je sens bien que les élus locaux sont très mécontents et très déstabilisés. Je vais prendre un exemple. Moi, je trouve bien, et mes collègues trouvent plutôt bien l'idée de 12 élèves par classe. Mais si en même temps, on continue d'avoir des difficultés pour les personnels d'accompagnement, parce que dès tout petit, il faut du personnel, donc il va falloir en recruter. Et si la ville qui avait l'habitude de prendre un peu ses contrats aidés parce qu'elle n'avait pas encore les moyens financiers d'assurer un emploi pérenne, titularisé, eh bien, elle est en difficulté et les parents vont sentir que l'environnement global pour leur propre enfant n'est pas convenablement assuré. Donc, de la clarté, de la vision, si possible, de long terme, c'est utile à chacun, et notamment pour les collectivités. Et je suis complètement d'accord avec vous, les collectivités, elles sont obligées d'équilibrer leur budget. Donc ça,
Sinon, la Cour des comptes, elle vient. Donc, faisons attention à ce que l'on dit. Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi parfois des abus de certaines collectivités? Est-ce que vous prenez aussi votre part de responsabilité, Jean-Raymond Hugonet? Alors, les élus sont avant tout, comme je vous le disais tout à l'heure, des gens responsables. On n'arrive pas élu comme ça. D'abord, il faut passer par un scrutin. Et le scrutin est quelque chose de particulièrement sérieux. Donc, comment voulez-vous, bien sûr, qui peut nier qu'ici ou là, il y a eu des abus? Ça, personne ne peut dire le contraire. Mais c'est vraiment... communes, donc... Dans les dépenses de fonctionnement, elles sont souvent pointées du doigt, notamment. Oui, mais je vous prends un exemple. Voilà, 1er janvier 2015, quand vous êtes président d'une communauté de communes ou d'agglomération, l'État vous dit, voilà, je n'instruirai plus vos permis de construire. Alors on parle de villages, de villes et villages qui font ce pays. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez toutes seules? La première chose que vous faites, c'est que vous êtes obligé d'embaucher quelqu'un pour l'instruction des permis. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'État se désengage et demande aux collectivités locales de prendre leurs responsabilités. Donc, cet emploi que j'ai créé dans ma communauté de communes, il est imputé, il va faire partie des emplois nouveaux qui ont été recensés, mais il est particulièrement utile. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut arrêter avec ce débat-là, l'élu bashing, l'élu qui ne serait pas capable de gérer. Encore une fois, l'immense majorité des élus, de quelque bord politique qu'ils soient, sont des gens responsables et ils sont le dernier lien de confiance dans ce pays, clairement. Donc, vous le disiez, la grogne des élus, je peux vous garantir que ça soit en Ile-de-France ou dans tous les territoires, y compris, et je ne voudrais pas qu'on les oublie, les Outre-mer. Oui. Parce que si l'État est revenu très vite sur cette espèce d'oukase qu'il nous a sorti sur les contrats aidés, c'est parce que des maires ont menacé de ne pas pouvoir ouvrir leurs écoles, leurs cantines. Ça, c'est la vie de tous les jours. C'est ça qui intéresse les Français. Daniel Obono, je voudrais aussi qu'on parle de la question de la suppression de la taxe d'habitation. Ça, c'est un impôt qui est souvent jugé injuste. Le gouvernement veut la supprimer et là, on voit les élus mécontents. Disons que ça s'ajoute à tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à quoi sert la taxe d'habitation? Au financement des dépenses sociales des communes, sociales, culturelles, etc. Et donc c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on va enlever, mais on ne dit pas ce qu'on va mettre à la place, ce qu'on va donner pour pouvoir subvenir à des besoins. Il n'est pas normal que les communes doivent choisir entre le soutien scolaire ou le suivi. Il y aura des compensations, ça avait été aussi annoncé par Emmanuel Macron pour rassurer les élus. On ne sait pas quelles seront ces compensations. Et puis surtout, encore une fois, quelle est la vision globale et quelle est les moyens que l'on donne aux communes pour engager des dépenses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce genre de choses. Alors que là, c'est un peu du jour au lendemain qu'on gèle des dépenses prévues et puis sans proposer autre chose. Et je pense que c'est important d'expliquer aux gens que c'est dans tout le champ aujourd'hui des besoins de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. C'est la situation aujourd'hui, par exemple, des EHPAD avec la question des emplois aidés, mais aussi avec tout un certain nombre de restrictions extra-budgétaires. Donc, on va demander aux gens, alors est-ce que vous voulez qu'on donne moins de soins aux personnes âgées ou aux enfants? C'est des choix qui ne devraient pas être faits ni par un ménage, ni par une commune, ni par une société. Et nous, c'est contre ces choix-là qu'on se mobilise et qu'on espère mobiliser les élus d'une part, mais je pense que c'est les citoyens. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience chez les citoyens de la situation extrêmement grave dans laquelle se trouvent aujourd'hui les administrations pour pouvoir subvenir aux besoins et à l'intérêt général. Gilbert Roger, sur cette question de la taxe d'habitation. Oui, moi, lorsque j'étais maire, souvent, je dénonçais cette inégalité. Et souvent, je disais... Il y avait un maire qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy dans Neuilly-sur-Seine. Alors je faisais un peu effet de tribune. Je disais, le maire de Neuilly-sur-Seine venant un an maire de Bondy et moi devenant maire de Neuilly-sur-Seine, on échange nos places et on verra bien que c'est compliqué de gérer une ville comme Bondy, qui est une ville modeste et populaire. Et alors que... il avait beaucoup plus de rentrées d'argent que nous n'en avons sur Bondy. Donc moi, je suis assez pour cette idée-là, mais je suis absolument pour qu'il y ait une vraie compensation à l'euro près. Et ça, la crainte que j'ai, c'est que les exemples qui viennent d'être faits vont prouver aux élus que cette compensation risque de ne pas être là parce que Bercy, au dernier moment, va essayer de grappiller et que de grappiller, eh bien, les élus locaux
auront toujours moins d'argent et se retrouveront avec des citoyens qui vont dire oui, certes, je ne paye plus ma taxe d'habitation, mais le service, vous avez du mal à me le rendre, pourquoi ? Et ça va être difficile pour le maire de dire c'est parce que l'État ne m'a pas compensé convenablement à l'euro près. Cet engagement, il faudrait qu'il soit inscrit dans le marbre, dans la Constitution presque. Ouais. Jean-Raymond Hugonet, c'est important de maintenir le lien entre justement ces administrés et bien, les édiles par cette taxe d'habitation, selon vous ? Alors, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, là on est dans le tour de passe-passe, littéralement très dangereux. Pourquoi ? D'abord, je veux parler aussi des 20%. Considérés comme les vaches à lait. Mais c'est pas encore une fois cette taxe qui est inéquitable ou inégale, parce qu'il y a des différences sémantiques qui ont leur importance. Non, c'est la base. Sur quoi est assise cette taxe ? L'assiette, le calcul de l'assiette. L'assiette, sur des choses qui remontent aux années 70 et que personne n'a eu le courage de réformer. C'est bien la raison pour laquelle l'État aujourd'hui nous dit, voilà, quel est le Français qui va se plaindre de ne pas payer la taxe d'habitation ? Sauf qu'en même temps qu'on fait ça, on coupe, encore une fois, et c'est sciemment, on coupe la base. Quelqu'un doit savoir combien coûte, je le rappelle, une cantine qui n'est pas une obligation pour la commune, mais combien ça coûte, comment il contribue au fait collectif. Et ça c'est catastrophique. Je rebondis sur ce que vient de dire notre collègue, c'est que compensation, le mot est joli, la compensation se terminera invariablement comme le reste, en dotation qui va réduire comme neige au soleil, puisqu'on vit ça depuis maintenant 4 ans. Donc ça, c'est insupportable. Eh bien, merci Jean-Raymond Hugonet d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, Daniel Obono, et merci Gilbert Roger. On va bien finir cette émission avec une autre question. Elle concerne la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang a effectué hier son 6e essai nucléaire sous les yeux d'une communauté internationale quasi impuissante. Les États-Unis ont annoncé des mesures de rétorsion. Samia Dechir. La réponse de Séoul ne s'est pas fait attendre. Une série de missiles tirés aujourd'hui par la Corée du Sud pour simuler une attaque contre son voisin nord-coréen. La manœuvre fait suite à l'essai nucléaire le plus puissant jamais réalisé par Pyongyang. La Corée du Nord affirme avec cet essai avoir maîtrisé la bombe à hydrogène, dite bombe H, et être capable d'en équiper un missile longue portée. Le missile balistique intercontinental teste l'utilisation de l'essai de la bombe à l'hydrogène, un succès parfait. La communauté internationale a unanimement condamné l'essai nord-coréen, mais elle est divisée sur la stratégie à adopter. Partisans de la fermeté, les États-Unis veulent renforcer les sanctions contre la Corée du Nord. Ils menacent d'une réponse militaire massive si leur territoire était visé. Nous ne cherchons pas l'anéantissement total d'un pays, à savoir la Corée du Nord, mais comme je l'ai dit, nous avons beaucoup d'options pour le faire. Moscou et Pékin, eux, appellent au contraire au dialogue pour mettre fin à l'escalade. D'après la Corée du Sud, Pyongyang serait en train de préparer un nouveau tir de missile. Et de nouvelles résolutions seront d'ailleurs soumises au vote cette semaine à l'ONU dès lundi. C'est donc un véritable défi pour la communauté internationale. Alors pour analyser les enjeux, on écoute tout de suite l'invité d'Oriane Mancini, Olivier Guillard, chercheur à l'IRIS. Il répondait tout à l'heure à ces questions. Bonjour Olivier Guillard. Bonjour. Alors la Corée du Nord a procédé hier à un 6e essai nucléaire. Que cherche-t-elle à montrer ? Personne n'a la certitude d'apporter à cette réponse. Personne, pas plus aux États-Unis qu'en Europe et qu'en Asie. Nous avons la capacité d'analyser ce que Kim Jong-un a mangé ce matin, moins encore ce qu'il pense ou ce que les couleurs du pouvoir nord-coréen ont. En revanche, donc évidemment, il y a un message qui est adressé, pas probablement uniquement aux États-Unis, contrairement à ce que l'on pense, probablement davantage sur cette hypothèse-là à la Chine. La Chine qui est à la fois donc le partenaire, le garant de la survie du régime, en tout cas de sa survivabilité, et les Nord-Coréens sont certainement en train de concevoir une stratégie pour que la Chine soit plus pressée d'engager les États-Unis dans une logique, de ramener plutôt les États-Unis dans une logique de dialogue avec Pyongyang, ce que pour l'instant l'administration Trump ne réussit pas à se résoudre à autoriser
du fait du comportement provoquant de la Corée du Nord. Alors vous parlez de la Chine, de ce message qu'adresserait la Corée du Nord à la Chine. Est-ce que la Chine, dans cette histoire, ne joue pas un peu un double jeu? La Chine est forcément dans un double jeu depuis à peu près 60 ans. Donc c'est un des deux régimes qui a aidé, donc sous le régime de Mao, de la même manière que Staline sous l'Union soviétique, ont aidé à la création de cette République populaire démocratique de Corée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La Chine donc a des objectifs qui sont immédiats, à moyen terme et à long terme. Immédiat, c'est essayer de ramener davantage Pyongyang à la raison, cesser d'être si provocateur, cesser d'être, donc se montrer dans les cordes du concert des nations. L'objectif à moyen terme, c'est d'essayer de ramener Pyongyang sur une ligne de discussion minimale avec la Corée du Sud et avec d'autres acteurs, de ce que l'on appelle les pourparlers à la 6. Et à plus long terme, c'est d'essayer de préserver la Corée du Nord telle qu'elle est aujourd'hui, moins la menace donc de ces provocations diverses et variées. La Chine n'a aucune envie, quand bien même donc elle le clamerait dans ses discours, que la péninsule soit réunifiée, donc, comme ce fut le cas donc, au XXe siècle. Elle n'a aucune envie donc qu'elle soit réunifiée, surtout pas sous l'égide d'une Corée du Sud qui est plus riche, plus importante, plus forte, mais qui n'est pas nucléaire par rapport à la Corée du Nord. Mais est-ce que ce qui s'est passé hier va déstabiliser un petit peu plus cette région qui l'est déjà? La Corée du Sud, la Corée du Nord, donc cette péninsule coréenne et l'ensemble de l'Asie du Nord-Est, figurent parmi les endroits les plus sensibles du concert des nations, donc depuis un certain nombre d'années, du fait de divers acteurs au jeu un petit peu mêlés. Il est évident qu'on aurait préféré avoir une déclaration donc, de bonne intention ou de reprise du dialogue émanant de Pyongyang hier. Non, ça a été bien différent. C'était un État qui a plutôt cherché à essayer de démontrer sa capacité de résistance face aux pressions de la communauté internationale, face aux sanctions, et en déclarant, en dépit de ce monde extérieur qui nous est hostile, c'est la propagande nord-coréenne qui le dit, nous sommes capables aujourd'hui de réaliser un essai thermonucléaire. Seuls 5 autres nations ont cette capacité aujourd'hui, si tant est que ce soit avéré. Justement, est-ce que ce qui s'est passé hier, c'est pas un pied de nez à cette communauté internationale, l'illustration de son impuissance? Bien entendu, à cette heure même, donc probablement, le Conseil de sécurité des Nations Unies est en train de convenir d'une réunion spéciale sur la Corée du Nord, où il va s'agir certainement de condamner à l'unanimité donc ce qui s'est passé hier, décidé à Pyongyang. À l'issue de quelques semaines de négociations, de nouvelles sanctions, de nouvelles résolutions donc, seront adoptées. Ça ne sera jamais que la 7e sanction exactement le même type de choses. Ça n'a pas empêché 7000 responsables nord-coréens de dormir. Ça ne les empêchera pas ces prochaines semaines de pouvoir continuer à dérouler leur feuille de route. On parlait ce matin des observateurs sud-coréens et américains laissaient entendre qu'ils observaient les préparations de ce qui pourrait être un nouveau tir de missile intercontinental en préparation. C'est un pied C'est-à-dire qu'un nouveau pas pourrait être franchi, l'escalade n'est pas finie? Non, l'escalade n'est certainement pas finie. Ce n'est même peut-être pas un nouveau pas, c'est simplement la continuation d'un programme pour la Corée du Nord qui consiste à multiplier les vecteurs, s'assurer de leur fiabilité et s'assurer parallèlement d'un programme nucléaire qui lui aussi donc, va crescendo. La combinaison des deux doit aboutir à un certain moment à un arsenal crédible à partir duquel la Corée du Nord sera certainement en capacité de dire aux Nations Unies et aux États-Unis, vous avez face à vous un État nucléaire crédible, il faut maintenant négocier non pas avec la Corée du Nord d'hier, mais la Corée du Nord aujourd'hui, dans des termes qui sont différents. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un aveuglement de la part de la communauté internationale qui n'a pas voulu reconnaître que l'arsenal nucléaire de la Corée pouvait être crédible, comme vous le dites? C'est une excellente remarque. Pendant longtemps, la communauté internationale, notamment les observateurs américains, les observateurs nippons et sud-coréens, ont été dans le déni ou dans la minimisation un petit peu du potentiel de la Corée du Nord en disant la Corée du Nord a peut-être sous condition tel type de matériel ou tel type de capacité à horizon de 10 ans. On s'aperçoit 5 ans plus tard que la chose est acquise. Et lorsque M. Trump, le locataire actuel de la Maison-Blanche, disait en janvier « It won't happen », ça n'arrivera pas, les essais intercontinentaux, ça n'arrivera pas. C'est déjà arrivé à 2 reprises au mois de juillet. Le 3e est certainement en phase de préparation pour ces prochains jours. Donc la communauté internationale s'y est probablement mal pris, minimisant probablement le danger, minimisant la capacité de résistance et de résilience de ce régime nord-coréen qui n'a pourtant plus à le montrer. C'est le régime le plus dans les cordes, le plus isolé, le plus sanctionné, à juste titre naturellement. La communauté internationale a sa responsabilité au sens large dans la situation d'aujourd'hui dans la péninsule coréenne. Alors vous le rappelez, une réunion du Conseil de sécurité a lieu en ce moment même aux Nations Unies. Est-ce que selon vous, il faut privilégier la diplomatie ou la riposte militaire face à la Corée du Nord? Non, il n'y a qu'une seule considération à avoir, c'est une riposte qui doit être politique. Elle doit être diplomatique, quand bien même nous aurions affaire à un régime relativement autiste, c'est à peu près le cas de la Corée du Nord, même si c'est un régime qui a quand même la capacité de discuter sur certains points, mais à son rythme, selon son calendrier. La riposte militaire est totalement exclue, aussi minime soit-elle. La Corée du Nord vend depuis la fin du conflit intercoréen en 1953 que demain, après-demain ou après-après-demain, la Corée du Sud, aidée du Japon et des États-Unis, dans un monde extérieur qui est hostile, va
repartir à l'attaque de la Corée du Nord. Et les manœuvres militaires qui ont lieu il y a quelques jours annuelles entre les forces sud-coréennes et américaines sont à chaque fois repris par la logorée, par la propagande du régime en disant regardez, c'est bien la preuve, ce sont des manœuvres, c'est une répétition générale de l'invasion du pays. C'est la raison pour laquelle nous concentrons toutes nos ressources pour la défense du pays. Vous voyez un petit peu comme ce monde extérieur nous est hostile. Donc la Corée du Nord se nourrit de ce genre d'hostilité extérieure et toute riposte militaire, quelle qu'elle soit, serait vue comme une provocation, un casus belli auquel répondraient instantanément et de manière très violente, probablement en direction de Séoul ou du Japon, les effectifs nord-coréens. Merci beaucoup. Merci Olivier Guillard pour votre éclairage sur cette question. Merci à vous, Oriane Mancini. C'est la fin de cette édition de Sénat 360. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, ne manquez pas la rentrée d'On va plus loin, une nouvelle formule présentée par Rebecca Fitoussi. On lui souhaite la bienvenue sur Public Sénat. Très bonne soirée à tous et à demain.